Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Kathleen, c'est une grande rêveuse à l'âme d'aventurière et qui rêvait de devenir aviatrice depuis ses 5 ans en regardant voler les Alpha Jets de la base aérienne à côté de chez elle. Durant ses études et pendant quelques pérégrinations en Europe, elle pose finalement ses bagages en Irlande et fait des rencontres qui ravivent alors en elle ce goût pour le vol. Ensemble, on revient sur son parcours pour devenir pilote et les projets fous dans lesquels elle s'est laissée embarquer au fil des rencontres entre passionnés. Son brevet de pilote en poche, elle devient pilote dans l'armée de terre et après 4 années, elle s'envole finalement pour les États-Unis dans une école de pilotage en Oregon. Aujourd'hui, Kathleen nous livre son récit depuis l'Alaska où elle a posé ses valises et réalisé un nouveau rêve, celui de piloter un DC-3, le mythique premier avion de ligne à faire les vols commerciaux. Elle nous raconte cette mission incroyable qu'elle fait depuis 2 ans maintenant, aller ravitailler les populations isolées d'Alaska avec aucun accès routier. À bord de son DC-3, elle charge de la nourriture et des électroménagers pour ses habitants vivant en totale autarcie. Ce témoignage, c'est l'histoire d'un rêve, mais aussi de rencontres et de belles opportunités saisies pour aligner les étoiles. Alors je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Kathleen, notre pilote qui rêve d'aventure. Salut Kathleen! Coucou Adèle! Bienvenue dans le podcast. Merci de m'accueillir. Je suis ravie qu'on ait enfin pu organiser cet échange. Ça me fait super plaisir qu'on ait réussi à trouver enfin un petit moment pour échanger sur ton beau parcours. En plus, on est toutes les deux tourangées là apparemment. C'est pas vrai. Donc, je trouve ça assez cool. Ah, je savais pas. Bah non, je garde aussi des petites choses pour le direct. Oh my gosh. Je vais commencer par te demander de te présenter pour nos auditeurs. Donc nous donner ton prénom, qu'on connaît déjà, ton âge, la ville d'où tu viens maintenant, on le sait aussi. Et puis nous dire en 2-3 mots ton parcours professionnel, ce que tu fais dans la vie. Donc, je m'appelle Kathleen Léonie, j'ai 35 ans et je viens de Tours. Je suis à l'origine grenobloise. J'ai vécu les 3 premières années de ma vie à Grenoble, mais sinon j'ai grandi à Tours. Entre l'âge de 6 ans et 19 ans, j'étais à Tours. Donc j'ai fait la majorité de ma scolarité dans cette ville. Maintenant, je suis pilote d'avion cargo et j'habite en Alaska. On va en parler longuement, je pense, de ta passion pour le pilotage. Je vais commencer par la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de ta passion du voyage ? Ma passion du voyage, je pense qu'elle est venue grâce à mes parents parce que depuis toute petite, ça a commencé avec un petit camion aménagé et ensuite ils ont évolué vers un camping-car et donc je pense qu'ils m'ont donné la bougeotte quand j'étais petite parce que on partait les week-ends, même si c'était pas loin, en vadrouille et ça a développé pour moi ce goût de l'aventure. Donc on a été dans tous les 4 coins de la France, un petit peu en Espagne, dans les pays limitrophes. Et puis quand j'ai fait mes études, tout ça, ils venaient me retrouver là où je faisais mes études. Donc c'est pareil, on en profitait pour explorer, tout ça. Et puis c'est rigolo que tu poses cette question parce que ça faisait 1 an et demi que je les avais pas vus et ils viennent juste de repartir hier. Ils ont enfin pu venir me retrouver en Alaska et on a passé vraiment 2 super semaines à explorer. Donc je pense que c'est venu comme ça, ma passion pour le voyage. Et toi, quel type de voyageuse tu es quand tu pars en vadrouille dans le monde ?
Tu vas dire, je vais peut-être deux penchants. Et des fois où je voyageais seule et je me disais, mais mince, qu'est-ce que j'aimerais partager ces moments-là avec quelqu'un d'autre? Soit je pars avec quelqu'un, ou le plus souvent je pars toute seule finalement. Ça peut être, je prends ma voiture, j'embarque pour un ferry, et puis je vais faire le tour d'une île par exemple. Je peux dormir dans la voiture ou dans la tente. Ou alors, j'aime faire des treks avec le sac à dos, partir plusieurs jours comme ça, découvrir. J'adore les pays montagneux, j'aime beaucoup la montagne. C'est pas les vacances qui coûtent très très cher, c'est toujours sur un budget, mais je trouve que c'est les meilleures vacances. J'aime explorer et m'imprégner des endroits où je vais et avoir toujours ce goût de l'aventure, ce sentiment d'aventure et rencontrer les personnes locales et savoir ce qu'elles font, vivre un petit peu avec elles, découvrir, ouvrir mon esprit. Et ça, finalement, c'est ce qui te ressource le Oh oui, oui, plus. oui. Ça vaut vraiment le coup de vivre la vie quand c'est comme ça. Donc, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, puisque aujourd'hui on va vraiment parler de ta passion pour le pilotage, de ta vie en Alaska. Mais je pense qu'il faudrait déjà qu'on resitue un peu les choses et que tu nous parles donc de ta passion pour l'aviation. Comment est-ce que ça t'est venu? Dis-nous tout. Passion pour l'aviation, je pense que ça a commencé à Tours. J'ai grandi à côté de la base 705, donc une des écoles de chasse de l'armée de l'air. J'habitais vraiment que à 5 minutes en vélo et tous les jours on voyait les Alpha Jets passer au-dessus de la maison. Donc mes parents me surprenaient souvent à la tête en l'air à regarder les avions de chasse. Et puis quand il y avait l'occasion d'aller au meeting aérien, tout ça, on aussi aller au meeting aérien de la Ferté-Alais quand j'étais plus jeune. Ma maman aussi me donnait ses livres sur les pionnières de l'aviation, des aviatrices comme Hélène Boucher ou Jean Batten, et je me régalais à lire leurs biographies. Tu vois, le goût du voyage, le goût de l'aventure, un avion qui te permette d'aller d'un point A à un point B, mais en même temps d'explorer en chemin. Toutes ces choses-là, ça m'attirait et au bout d'un moment, ça s'est combiné pour que je puisse devenir pilote. J'aime beaucoup aussi les langues étrangères. Ma formation, c'était droit et management du transport aérien. Mais avant ça, j'ai fait une licence de juriste linguiste. Et donc, ma première année de master, je l'ai faite en Pologne, dans le cadre de l'échange Erasmus. J'ai vraiment rencontré mes meilleurs amis là-bas. En plus, tous les cours étaient organisés de façon que c'était par exemple du lundi au jeudi et après à chaque fois j'avais 3 jours pour pouvoir explorer. Donc au début c'était qu'en Pologne, mais après aussi ça a été des pays aux alentours avec mes copains polonais. Donc on prenait le train ou le bus, on dormait dans le bus, le lendemain on arrivait dans une nouvelle ville et on était fatigués. Très route tout Oui, ça. tout à fait. Après la Pologne, quand l'année s'est terminée, j'avais pas envie de rentrer tout de suite en France, j'avais envie d'aller en Irlande. Un des petits voyages que j'avais fait pendant mes week-ends avec Ryanair, cette compagnie aérienne, tu peux voyager vraiment pour pas cher. J'avais fait un petit week-end en Irlande et je m'étais promis de revenir pour pouvoir améliorer mon anglais. Donc l'été qui a suivi la Pologne, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en Irlande. J'avais pris que un billet aller. J'ai essayé plusieurs petits boulots à cette époque-là. Tu sais, c'était 2008-2009, la crise. Donc c'était pas aussi évident pour trouver un travail comme ça l'avait été auparavant. Je pense que j'ai déposé 50 CV en tout. Au final, j'ai une réponse positive pour la compagnie Apple Opération Europe, pour travailler dans leur call center. L'été se terminait déjà, j'ai pas envie de partir, je vais faire une année sabbatique et rester en Irlande. Mais pour trouver ce travail, ça avait pris un petit peu de temps, alors en attendant, je m'étais inscrite sur un site internet, ça s'appelle Woofing, je sais pas si tu en as entendu parler. Ah oui, j'ai déjà eu des invités qui m'ont raconté leurs expériences de woofing. Et là, en tête, celui qui me vient, c'était celui en Nouvelle-Zélande. Ah oui, oui, oui. Ils ont beaucoup de fermes en Nouvelle-Zélande. Et oui, c'est ça, la tondu des moutons notamment, je me souviens. C'est quand même chouette, je trouve, en tout cas, de pouvoir faire ce genre d'expérience. Oui, donc je me suis inscrite et je me rappelle la maison dans laquelle où je suis allée. Le monsieur, il l'avait achetée, c'était une maison du 18e et il voulait la restaurer pour en faire une école de cuisine. Et donc j'y suis allée, ils avaient des daims, des chevaux. Il m'avait mis dans le jardin pour pouvoir, je sais plus, restaurer un mur qui menaçait de s'écrouler. Donc je faisais ça et tous les jours au-dessus de la maison, il y avait cet avion qui faisait des pirouettes, des acrobaties. À chaque fois, je m'arrêtais de travailler pour pouvoir admirer ce que ce pilote faisait. Le fermier, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu aimes les avions? Tu travailles plus? Et j'ai dit, ah bah oui, vraiment,
Ça me fascine ce qu'il fait et il me dit si tu veux je le connais, on peut aller le voir après le travail, tout ça. Donc chose promise, chose due, le soir il m'a accompagnée à l'aéroport et il m'a présenté à ce pilote qui s'appelait David. Ce pilote en fait il s'entraînait pour la compétition mondiale d'acrobatie, WAC, World Aerobatic Championship. Et aussi donc il était mécanicien et son boulot c'était de réparer tous les petits avions d'Irlande. C'était vraiment dans le centre de l'Irlande. Et il me dit, reviens demain, là je peux pas t'emmener voler, mais choisis l'avion que tu veux et je t'emmènerai faire un tour. Il y avait un magnifique biplan dans le fond du hangar. Un biplan, c'est un avion avec 2 ailes, les années 30. Et je lui dis celui-là. Il me dit ok. Et donc le lendemain, j'y reviens et l'avion il était dehors, sorti, tout beau, tout propre, prêt à voler. Et donc on allait faire ce tour en avion ensemble. Un voler au-dessus des collines, au ras de l'eau. C'était en tandem et donc il était assis derrière moi et il me disait si ça te plaît, tu mets les pouces en l'air, si t'aimes pas, tu mets les pouces vers le bas. On commence à faire ses acrobaties, tout ça et j'étais complètement subjuguée. Je riais aux larmes tellement j'étais contente. C'était la première fois du coup que tu volais? C'était la deuxième fois. J'avais fait en France à Tours justement, j'avais fait le brevet d'initiation aéronautique, donc j'avais pu faire un petit baptême de l'air. Donc ça m'avait plu à l'époque, mais je pensais pas à l'époque je ferais une carrière dans l'aviation. C'est vrai que ça avait planté une petite graine dans mon cœur, je pense. Mais là, l'Irlande, ça a vraiment développé la passion pour l'aviation. Et peut-être ce moment dans ce vol, Ah oui. Ouais, ce vol-là, à partir de ce moment-là, je me dis, il n'y a pas moyen, il faut que je devienne pilote. Je me vois pas faire autre chose dans ma vie. Et donc, tout le temps où je travaillais dans la ferme, jusqu'à ce que mon travail chez Apple commence, pratiquement tous les jours, on allait voler. Il n'était pas instructeur, mais il avait beaucoup d'expérience et il m'a appris plein de choses. Par exemple, à comment savoir d'où le vent venait, juste à regarder les risées sur les lacs, naviguer, apprendre à lire les cartes, tout ça. Et toujours dans ce biplan. Donc c'était vraiment merveilleux de découvrir l'aviation dans un avion ancien comme ça. Quand j'ai obtenu ce job chez Apple et que j'ai décidé de rester en Irlande, je me suis inscrite dans l'école de pilotage à Cork. J'habitais juste à côté de l'aéroport et tous les jours après le travail, j'allais à l'école pour m'imprégner des avions, de toute la formation théorique en premier et puis ensuite les cours de pilotage, tout ça. Donc ça y est, c'était lancé, quoi. Voilà. C'est là que j'ai passé ma licence de pilote privé sur avion. Et alors ça a duré combien de temps? La formation entière a duré environ 10 mois. C'est parce que j'avais un boulot à plein temps à côté et aussi parce que la météo en Irlande, elle n'était pas géniale. Souvent, je sortais de chez Apple et je voyais la pluie tomber à l'horizontale tellement il y avait de vent. Donc, j'ai eu beaucoup d'annulations dans mes cours. Donc, c'est pour ça que ça s'est étendu sur plusieurs mois. Aucun regret, ça m'a donné le temps aussi de bien assimiler tout ça. J'adore repenser à ces moments. C'était il y a 12 ans déjà. Alors donc c'est une licence, c'est ça que tu obtiens? Oui, c'est une licence. Donc la licence de pilote privé, ça te permet de voler des petits avions. Tu peux soit faire ta formation sur monomoteur ou bimoteur. En principe, la plupart des gens le font sur monomoteur parce que c'est moins cher. Mais ça te permet d'emmener des amis, de la famille, généralement dans des avions à 2 ou 4 places, de voler à vue, que en dehors des nuages, tu vois toujours ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, tu peux pas être rémunéré pour ce type de vol, c'est vraiment l'aviation plaisir. D'accord, ça va être ma question justement, est-ce que tu peux envisager une carrière professionnelle avec ça? Donc la réponse est non. Ça commence par là, et ensuite, si ça te plaît et que tu veux continuer, tu peux continuer sur une formation de pilote professionnel. Et ça commence par là. Mais toi, à ce moment-là, c'est quoi tes projets dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux, toi, à ce moment-là? Est-ce que tu sais ou même pas? Je sais que je veux piloter pour toujours, mais je ne sais pas encore si je veux en faire un métier. Après ma formation en Irlande, je suis retournée en France pour terminer mon master, direction Aix-en-Provence. C'est un master spécialisé dans les carrières aéronautiques, mais à l'époque, je pense que je veux juste faire cadre, soit pour une compagnie aérienne, pour un constructeur d'avions, ou dans un aéroport. Et piloter pour le plaisir. Voilà, et piloter pour le plaisir. Au cours de cette année, j'ai rencontré beaucoup de professionnels du milieu aéronautique, tout ça. Donc je sais que je suis dans la bonne direction, c'est ce que je veux faire. Et ensuite, pour valider ce master, il fallait faire un stage. Donc je voulais me spécialiser dans la sécurité aérienne. Donc j'ai décidé de le faire à la sécurité civile pour le ministère de l'Intérieur, pour mettre en place des systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de formation pilote.
Le but, c'était d'améliorer la sécurité des vols, faire en sorte qu'il n'y ait pas ou moins d'accidents qui se produisent lors des vols d'entraînement. J'ai commencé à Marseille, à la base d'avion. Tu sais, les Canadair qui se battent contre les feux de forêt. J'ai fait mes premiers 6 mois avec eux. Et ensuite, j'ai fait 6 mois au groupement d'hélicoptères à Nîmes. Eux, ils sont spécialisés dans la recherche et sauvetage. Et donc pareil, j'ai fait la même mission pour cette organisation-là. Et pour pouvoir en fait réaliser ma mission, il fallait vraiment que je m'imprègne de retours d'expérience des pilotes, des instructeurs. Donc, j'ai entendu beaucoup d'histoires et vraiment c'était passionnant de les écouter et de réaliser ce projet. Et un jour j'ai dit mais moi pour pouvoir bien comprendre ce que vous faites, ce serait bien que j'aille voler avec vous. Et donc ça a été rendu possible, j'ai pu faire ces vols avec eux. Là, la première fois, donc du coup, j'ai volé dans un hélicoptère, c'était avec la sécurité civile, c'était un vol d'entraînement de nuit avec des jumelles de vision nocturne et on est parti dans un canyon comme ça. Mais je te promets, la première fois que j'ai décollé en hélicoptère, donc c'est pas comme un avion où tu sens la puissance dans le siège et t'es un petit peu collé en arrière. L'hélicoptère, c'est tout de suite, tu vas être à quelques dizaines de centimètres du sol, en stationnaire. Et le sentiment que ça m'a fait dans la poitrine, j'ai dit mais c'est absolument génial, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc bref, tout ce stage, ça s'est super bien passé. Et ces pilotes de la sécurité civile, mais pourquoi tu tentes pas les tests de l'armée? Nous, on vient tous de l'armée et regarde, ça a marché pour nous et tu pourrais très bien faire ça. Parce que j'imaginais partir au Canada, faire cette formation de pilote d'hélico. Ils m'ont dit non, faut que tu tentes l'armée et tout. C'est quelque chose que je n'avais pas dit, mais avant que je commence ma formation à Aix-en-Provence, j'avais tenté les concours de sélection pour l'armée. Juste au bureau de recrutement, on m'avait dit non, vous avez fait une formation littéraire, c'est même pas la peine d'y penser. On recrute que les profils scientifiques, il faut être une tête en maths, etc. Oubliez, vous pouvez faire interprète ou traducteur avec votre profil. Donc j'avais mis ce rêve de côté, tu vois, c'est pour ça que j'étais partie plus sur une carrière aéro au sol en tant que cadre. Mais bon, c'est vrai que ces pilotes de la sécurité civile, ils m'ont vraiment remotivée, relancée dans cette direction. Donc j'ai suivi leurs conseils et j'ai préparé les tests et ils avaient raison. Le jour où j'ai passé mes tests, on était 10. À la fin, il n'y avait plus que moi. Donc c'était bien passé et puis c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans l'armée. Je suis rentrée dans l'aviation légère de l'armée de terre en janvier 2013. Donc j'ai fait mes classes, j'ai fait la formation de pilote hélicoptère initial et commercial. Et ensuite je suis partie en direction du Luc en Provence pour la formation militaire plus spécialisée. Et donc je pense qu'ils avaient embauché trop de pilotes à cette époque. En même temps, il n'y avait pas assez de ressources pour pouvoir me former. La première partie de la formation était très fluide. On volait tous les jours. Mais après, il s'est passé 1 an où je n'ai pas volé. Seulement 40 heures de vol juste pour maintenir les minimums nécessaires, mais c'était à peu près tout. Je suis remontée dans un hélicoptère qu'au bout d'1 an, 1 an et demi. Et du coup, là, c'était un petit peu rude. En plus, je commençais directement avec le vol aux instruments, donc c'était tout dans un simulateur. Il n'y avait pas vraiment de sensation. Donc, ça a été un petit peu difficile. Et aussi, ce temps de formation, c'était maximum 4 ans. Donc j'arrivais à la fin de mon contrat et j'avais pas été fini d'être formée pilote militaire dans l'armée. Donc j'avais le choix soit de continuer, re-signer pour 10 ans ou terminer mon contrat et retourner à la vie civile. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc là, retour à la vie civile, j'avais soit le choix rester en France ou pourquoi pas étendre mes horizons. Après tout, je parlais plusieurs langues étrangères. Et quitte à tout recommencer, pourquoi pas regarder à la grande image, the big picture. Et il s'est avéré que les États-Unis, c'était la meilleure option pour moi, parce qu'avec les qualifs américaines, tu peux vraiment travailler en tant que pilote n'importe où dans le monde après. Donc là, toi, ton projet professionnel, entre guillemets, évolue un peu plus et finalement, tu te vois davantage piloter. Oui, c'est ça. Je voulais définitivement continuer une carrière de pilote professionnelle. En quittant l'armée et tout, il s'avérait que les avions, c'était finalement plus porteur que les hélicos. Ça donnait plus de choix professionnels, donc je suis retournée dans les avions. Et alors donc les États-Unis, toi, est-ce que tu y étais déjà allée avant? J'étais déjà allée en tant que touriste. J'avais juste été à New York. Et j'avais aussi été en Oregon en 2016. Avant d'entrer dans l'armée, entre le moment où j'ai terminé la sécurité civile et mon début de contrat dans l'armée, il s'est passé 6 mois.
J'avais été au meeting aérien de la Ferté-Alais et j'ai rencontré un monsieur là qui avait un DC-3 et qui avait ce projet de le restaurer, de recréer le voyage de pionnière de l'aviation néo-zélandaise, Jean Batten. Quand j'étais arrivée sur son stand, tout ça, j'étais waouh, ça me parle tout ça. Je connais cette aviatrice, il avait une carte du monde avec tout un itinéraire, tout ça, donc les voyages, c'est pareil, ça me parlait, avec une belle photo de DC-3, un avion ancien des années 30 aussi, donc ça aussi ça me parlait. Et donc de fil en aiguille, on a discuté, j'ai passé pratiquement tout le week-end avec lui, j'écoutais toutes les réponses qu'il donnait aux personnes qui lui rendaient visite. Au final, je connaissais les réponses par cœur et je m'occupais de son stand et ça lui permettait de faire des pauses, tout ça. Il me dit, mais dis donc, ça te dirait pas de venir avec moi à Duxford dans 2 semaines? Pareil pour un des meetings aériens, c'est un des plus grands meetings aériens d'Europe. Et il me dit, on pourrait y aller ensemble et puis tu fais la même chose, tu t'occupes du stand et on essaie de trouver des personnes qui veuillent participer à mon voyage, à mon projet. Je lui fais, ah bah oui, pas de souci, je viens avec toi. Donc on est parti avec sa petite 2 chevaux jusqu'en Angleterre et on a fait la promotion de son voyage. Et puis pareil, à la fin du week-end, il me dit, mais dis donc, tu veux pas t'occuper de la communication pour mon projet, faire en sorte que tout le monde sache, tout ça. Donc j'ai fait, bah oui, de toute façon, moi j'ai 6 mois là d'attente, donc j'ai à fond, ça me plaît, je crois en ton projet, j'y crois dur comme fer. Et voilà, donc je l'ai aidé à faire la communication, contacter les musées, les magazines aéros. Tout ça, ça se passe en mai 2012 et son voyage, c'était pour octobre 2012. Donc ça va faire 10 ans. Et donc c'est bon, ça s'est fait? Ça s'est fait, ouais. À la fin de tout ce travail de promotion, de restauration de l'avion, on a effectué le voyage. Il m'a demandé si je voulais être hôtesse de l'air aussi pour son périple, donc j'ai dit bah oui. Donc j'étais hôtesse, mais je m'occupais aussi d'écrire le blog, de prendre toutes les photos, les vidéos. Et donc on est parti le 25 octobre 2012 de Pontoise, dans la région de Paris, et on est parti en Angleterre, donc c'est un petit peu la direction inverse, mais il voulait vraiment recréer au plus près possible le voyage de cette pionnière de l'aviation. Donc on est parti en Angleterre, ensuite on est allé à Marseille, à Brindisi en Italie, puis Chypre, et on a traversé tous ces pays jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc on est parti vers l'est. 3 semaines plus tard, on est arrivé après presque 100 heures de vol et 3 semaines de voyage en Nouvelle-Zélande avec le DC-3, ce Douglas DC-3. Quelle belle aventure. Ouais. Donc à l'époque, j'étais juste pilote privé monomoteur. On était un équipage de 5, donc Marc, moi, un commandant de bord et 2 first officers. Et donc des fois, sous supervision, il me laissait piloter. J'ai volé un petit peu en DC-3 et je tombe amoureuse de cet avion pendant ce voyage et je pense que ça a déterminé le reste de ma vie parce que j'ai toujours, après ce moment-là, voulu piloter le DC-3. Je pensais pas que ça arriverait si vite, mais maintenant c'est l'avion que je pilote le plus. On va en parler davantage en plus là par la suite. C'est aussi au cours de ce voyage que un des pilotes qui participait au voyage et qui avait aidé à la restauration, c'est un Anglais qui habite aux États-Unis, en Oregon. Et du coup, quand j'ai décidé de partir aux États-Unis, je me suis dirigée vers l'Oregon. Il s'avère que je connaissais cet homme-là et en plus, c'était une des 2 écoles aux États-Unis où tu peux piloter à la fois les avions, des hélicoptères et qui accueillent des étrangers. Il y en a que 2 aux États-Unis, une en Floride et une en Oregon. Et c'est facile d'y rentrer? Ça a pris du temps, environ 1 an pour faire les papiers. Ouais, ma reconversion, elle a pris environ 1 an. Il n'y a pas des entretiens de sélection ou je sais pas des concours Oui, donc ça commence en prenant contact avec l'école et après l'école t'aide à faire les papiers, passer l'entretien, etc. avec l'ambassade des États-Unis. T'as toute une pile de documents à rassembler. Tu sais, après les attentats de 2001 aux États-Unis, ils font une recherche très poussée, ils veulent pas accueillir n'importe qui, donc ils veulent tout savoir sur toi depuis ta naissance, quoi. Donc ça te fait une pile de documents à rassembler. Mais après c'est aussi un moyen de t'intimider, je pense, parce que tu vois, j'étais super préparée du coup pour l'entretien avec l'ambassade. Et au final, quand ils m'ont vu débarquer avec ma pile de documents, ils savaient déjà tout de moi. C'était juste une formalité. C'était juste pour confirmer que j'étais une personne réelle. Et donc j'ai obtenu mon visa comme ça. Et je suis partie en Oregon. Donc là, tu es rentrée dans cette école de pilotage, donc pour combien de temps?
Donc en tout, pareil, c'était un petit peu la même météo qu'en Irlande. En tout, entre oh Mince. ouais, la côte ouest Pacifique, il pleut beaucoup. C'est bien parce que pour tout ce qui était vol aux instruments, au moins j'étais vraiment dans les nuages pour faire ma formation. C'était réel. Mais en tout, entre repasser la qualif de pilote privé, faire qualif de vol aux instruments, qualif commercial, qualif bimoteur, et ensuite instructeur monomoteur, instructeur instrument, instructeur bimoteur, tout ça, ça m'a pris 2 ans. Aussi parce qu'il y avait beaucoup d'attentes pour pouvoir passer les examens. Tu terminais ta formation, mais après il fallait que tu attendes 2 mois pour avoir un examinateur, quelqu'un qui puisse te faire passer l'examen. Donc c'est plus comme ça, de nos jours il n'y a plus autant d'attentes, mais c'est juste qu'il y a eu une recrudescence de pilotes. D'un coup, dans le monde, il y a eu besoin beaucoup de pilotes et tu avais toutes ces personnes qui se faisaient former, mais pas assez de personnes qui pouvaient leur faire passer leur examen. Mais c'est plus comme ça de nos jours. Maintenant, il faut attendre un maximum 2 semaines pour passer son examen. Et donc là, ça te permet de pouvoir faire quoi ensuite professionnellement? Bah avec toutes ces formations, j'ai pu travailler en tant qu'instructeur pendant un bon 6 mois en Oregon. Ok, dans ton école finalement. Un petit peu dans mon école et puis aussi dans 2 autres écoles aux alentours. À partir du moment où j'ai pu travailler, je te dis, j'en ai profité. Hein. Enfin. Et puis après, bah, c'était ma 3e année en Oregon. Je pense que j'en avais fait un petit peu le tour et je voulais aller voir ailleurs, travailler ailleurs. J'étais venue pour un week-end en Alaska et qu'est-ce que ça m'a plu aussi tout de suite, l'Alaska. Est-ce que je peux te demander déjà dans un premier temps pourquoi tu avais envie de voyager en Alaska? Tu sais que pour nous les Français, je pense l'Alaska c'est une destination de rêve, tu vois, c'est à l'autre bout du monde et puis on a toutes ces émissions à la télé, Buffalo Airways, les pilotes de l'extrême, etc. Donc quand j'étais plus jeune c'est pareil, je regardais ces émissions-là et ça me faisait rêver. Je disais à mon père, oh là là, qu'est-ce que ce serait bien d'y aller un jour et jamais de la vie on pensait qu'on irait. Ça paraissait très inaccessible. Après, bah, une fois que j'étais en Oregon, finalement, l'Alaska, c'est juste à 3 heures de vol. Donc, j'y suis allée pour un week-end et là, ça a été une révélation. Vraiment, t'as les paysages, tu sais, toutes les montagnes autour de toi, à côté de l'aéroport, quand tu atterris, c'est magnifique. Aussi, à l'aéroport, je me rappelle, on était en finale, juste avant d'atterrir à Anchorage, et là, je vois 6 DC-3 au sol. Je me dis, comment ça se fait qu'il y a autant de DC-3 ici? C'est the place to be. Il faut que je revienne faire mes investigations. Donc voilà, bon, il y a ces 3 années qui se sont passées en Oregon, et puis tu sais, avec Facebook, les réseaux sociaux, j'ai développé au fil des années, au cours des 10 dernières années, vraiment un réseau de personnes passionnées par le DC-3. Et le jour où j'ai dit que j'allais en Alaska, il y a cette personne, Joey, qui me dit hey, tu viens en Alaska? Bah, il faut que tu viennes nous voir, on a 3 DC-3. Il savait que j'étais passionnée par cet avion. Et chose faite, dès que je suis arrivée, et après avoir obtenu une voiture, tout ça, c'est la première chose que je suis allée faire, leur rendre visite. Et puis bah maintenant, ça fait 3 ans que je travaille pour eux. Ben alors raconte-nous tout. Comment est-ce que ça s'est fait? Alors, donc je suis arrivée en Alaska en mars 2020, juste avant Covid. C'est ce que j'allais dire. Juste avant Covid. Ce sont les personnes d'Alaska qui m'ont répondu, qui m'ont appelé au téléphone, qui m'ont dit viens, viens, on a du travail pour toi. Donc forcément, ça m'a donné encore plus envie de venir ici. J'avais le choix entre une compagnie cargo ou une école de pilotage. Je me suis dit, il y a quand même beaucoup d'accidents aériens qui se produisent en Alaska à cause du terrain, de la météo qui change tout le temps. Ce serait bien pour moi de commencer avec un travail que je sais déjà faire, je suis déjà instructeur, pour prendre mes marques, pour m'habituer à cet environnement, à ce nouvel endroit. Donc j'ai choisi d'aller travailler pour cette école de pilotage. Et le directeur de cette école, il m'a dit je t'embauche à condition que tu m'aides à convoyer un avion d'Alabama, donc dans le sud-est des États-Unis, tout le chemin jusqu'en Alaska. Wow. Ouah, je fais bon bah c'est bien, ça va me mettre dans le bain tout de suite. Pareil, c'est une super aventure, encore un voyage, des avions, moi ça me plaît. Donc j'ai retrouvé ce patron de cette école en Alabama et on a convoyé à nous deux petits avions, 2 petits Piper Cherokee 140. Et donc on a fait tout le trajet en patrouille jusqu'à notre destination. Ça a pris beaucoup de temps, c'était en février, donc la météo, tout ça, il y a eu pas mal de retard. On a presque réussi d'arriver jusqu'au bout, jusqu'en Alaska. On a été stoppé à Watson Lake.
C'est au Canada. Bah, tu connais, t'es au Canada. Oui, alors par contre, là, ça me dit rien. Après, c'est ce côté ouest du Canada. C'est juste à Ah la... oui, c'est ça. Moi, je commence à apprendre l'Est déjà, au Québec, alors... Ouais, après, c'est quand même pas grand. C'est dans le Yukon et c'est Ok. à la frontière de l'Alaska, pratiquement. Donc là, pareil, on était parti pour notre vol et le mauvais temps est venu. Il a fallu qu'on rebrousse chemin. Donc on s'est reposé là. Il a dit j'en ai marre. Ça fait 3 semaines déjà. Je fais bon, bah, c'est toi qui décide. Donc on a terminé le reste en voiture. On a fait 12 heures de voiture. On est arrivé à Palmer. Et puis plus tard, on est allé rechercher les avions. Donc voilà, donc c'était juste avant le Covid. Donc je commence à travailler en tant qu'instructeur et là, avec Covid qui frappe, je travaillais que 2 semaines. Au bout de 2 semaines, l'école, elle a fermé. Et ouais, tout était clos. Et du coup, je me suis retrouvée avec un logement à payer, une voiture à payer et plus de travail. Je fais, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai vécu avec mes économies. Et puis l'école, c'est pareil, au bout d'un moment, tu sais, c'était vraiment l'inconnu. Il y a le monde qui s'arrête Bon, et... ça s'est arrêté de tourner, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et puis, il répondait plus au téléphone, plus aux emails, plus rien. Donc, c'était vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Et dans ce petit aéroport où j'étais, il y avait ce DC-3 qui venait régulièrement pour pouvoir ravitailler, soit en essence, soit pour charger du cargo. Et donc, tu parles, j'entends les moteurs du DC-3, je réplique. Et tu sais, c'était très naturel. Je les ai aidés à charger l'avion, tout ça, plusieurs fois. Et puis le courant passe super bien. Les gars, ils voient, purée, mais la petite Française, elle a des muscles et tout, elle est volontaire, elle nous aide et tout. Et un jour, je demande, ce serait possible peut-être, par hasard, de faire un vol avec vous? Et ils m'ont dit, oui, tu mérites. Donc ils m'emmènent avec eux faire leur livraison, tout ça. J'étais pas remontée dans un DC-3 depuis... aux commandes Cette de, aventure, là. ah là là, depuis cette aventure 10 ans auparavant, franchement, je pouvais pas retenir mon émotion. Repiloter cet avion, finalement, je savais pas à l'époque, mais tu sais, piloter l'avion ancien en Irlande et ensuite ce DC-3 jusqu'en Nouvelle-Zélande. Des fois, tu fais des détours dans ta carrière, tu sais pas trop dans quelle direction aller, mais si j'avais suivi mon cœur, j'aurais su tout de suite, c'est ça que je veux faire, tu sais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Après, c'est pas évident pour y arriver, tu vois, et tous les détours étaient nécessaires. Ils m'ont amené là. Toute l'attente en Oregon, les papiers pour obtenir le visa, l'armée. Maintenant, je pilote plus l'hélico. J'aimerais beaucoup le repiloter un jour. L'expérience militaire, ça aussi, ça m'a aidé pour pouvoir voler en Alaska. De fil en aiguille, plusieurs fois comme ça, même il me disait, tu veux monter avec nous et tout. Donc, bien sûr, bien sûr. Et puis, toutes les branches de vol où ils avaient du cargo, je pouvais pas piloter. Fallait que je sois dans le siège au milieu. Mais après, les branches de vol qui étaient vides, là c'était Part 91. C'est une régulation qui te permet de voler dans le siège avant pour recevoir l'instruction. Et donc ce que je faisais. Donc j'ai appris à piloter le DC-3 comme ça, en place droite, sur mon temps libre. Et puis ils avaient pas forcément de pilote, ils avaient déjà suffisamment de pilotes, mais j'ai réussi à convaincre le chef que ce serait bien qu'il ait un backup, au cas où aucun de ses pilotes soit malade, quoi. Et à force de le pousser, j'ai réussi à faire ma place comme ça. Alors du coup, ces avions-là font une sorte de ravitaillement pour des populations qui sont enclavées, c'est ça? Oui, tout à fait. Elles sont enclavées. En Alaska, t'as pas de route. T'as vraiment une route qui va du sud jusqu'au nord. Et après quelques petites routes, mais elles sont toutes sans issue. C'est un pays, je dis un pays, c'est un état, mais c'est tellement grand que tu peux dire que c'est un pays où il n'y a pas de route. Donc les avions sont nécessaires. Et c'est ça qui me plaît. Tu te sens vraiment utile. Bien sûr, quand tu transportes des passagers qui vont en vacances ou pour un rendez-vous de travail, ça aussi c'est utile. Mais là, c'est pas que c'est juste utile, c'est nécessaire. Si tu n'approvisionnes pas ces villages, les gens, au bout d'un moment, ils peuvent pas vivre seulement avec subsistance. Ils le faisaient il y a des décennies, tu vois, quand les avions n'existaient pas. Mais c'était une vie très rude et il faut vivre avec son temps, tout évolue. Mais de pouvoir apporter à ces personnes du confort, de la nourriture, une machine à laver, ce genre de choses. Savoir que dans ces villages, ils se partagent la machine à laver entre plusieurs familles, tu vois.
Ça donne vraiment du sens à ma mission. C'est merveilleux. C'est pas seulement piloter l'avion de mes rêves dans un endroit de rêve, c'est être utile et aider la population. Donc c'est vraiment un tout. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement pour vivre? Aujourd'hui, tu vis de quoi exactement? Bah, depuis que j'ai commencé à travailler dans cette compagnie, la compagnie a grossi. Là, on vient d'acquérir un DC-3 qui a différents types de moteurs. C'est des moteurs à turbine, des turbopropulseurs, donc qui sont plus fiables. On peut aussi voler dans un type de météo qui est... on n'irait pas avec le moteur à piston parce que tu as de l'équipement qui te permet de voler plus loin, de voler dans des conditions météo un petit peu plus poussées. Et les moteurs sont plus fiables, donc ça nous permet de faire plus de choses et donc de gagner plus d'argent. Et là, maintenant, je suis copilote principale. Donc au début, il n'y avait pas besoin de pilote, ils étaient trop, mais maintenant je suis copilote principale. Et donc j'ai des journées de fou. La limite de temps de travail qu'on peut travailler par jour légalement, c'est 14 heures. Et ça arrive très souvent que je passe mes 14 heures de travail dans la journée. Cet été, on a été très occupés. Les autres années avec les moteurs à piston, en principe, la saison commençait que vers le fin mai, début juin. Là, fin mars, c'est que j'ai pu obtenir mon autorisation de travail. Ça y est, c'était parti. Avec cet avion-là, on arrive vraiment à travailler beaucoup plus et je gagne un bon salaire. Non, je suis bien. Et donc tu fais des ravitaillements, mais aussi donc des trajets pour des personnes, des particuliers qui ont besoin d'aller à un point A, un point B, c'est ça? Non, notre compagnie, c'est cargo uniquement. Donc on peut transporter que de la marchandise. Il y a d'autres DC-3 en Alaska qui sont spécialisés dans les tours aériens et qui permettent de transporter des passagers. Mais toi, c'est pas ton cas, c'est pas avec des passagers finalement, c'est sans passagers. C'est sans passagers. C'est que des boîtes. de la, un peu de tout, de la nourriture, des animaux morts, des fois, j'aime pas ça, ça sent mauvais, et c'est triste. Mais quand ça C'est un l'est, peu glauque. ouais, quand c'est la saison de la chasse, on transporte des bisons, ou des élans, des animaux comme ça. Comment c'est de vivre en Alaska? C'est calme. Anchorage, c'est un tout petit peu plus grand que Tours, finalement. Et c'est là où la moitié de la population Alaska vit. Donc imagine, on a 2 tours. Il y a Tours, la vraie ville de Tours en Alaska, et ensuite t'as les autres habitants qui sont éparpillés à travers toute l'Alaska. Mais c'est sauvage. Dès que tu traverses les montagnes, il y a pratiquement rien de l'autre côté. C'est juste les petits villages, quelques villes, mais tu sais, avec 30 000 habitants maximum. Ce que j'adore en Alaska, c'est le sentiment de communauté, d'appartenir à une communauté, l'entraide entre les gens. Pour moi, vraiment, j'ai rencontré ma deuxième famille, ma famille d'adoption ici, à travers mon travail. C'est des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Il y a cet esprit de communauté où on te laisse pas tomber. Tu vois là, je te disais, je suis pas chez moi, je suis chez mon commandant de bord. Il est parti, je m'occupe de sa maison pendant qu'il est pas là. Mais en attendant, il m'a réparé ma voiture peut-être 4 fois déjà depuis que je suis ici. On t'aide à déménager, sans demander quoi que ce soit. Il y a vraiment cet esprit de communauté. Qui fait que tu te sens bien, aussi bien Oui. ici, quoi. Ouais. Ouais. Les gens, ils vivent pas pour eux-mêmes, tu vois. Ça veut pas dire qu'on est tout le temps les uns sur les autres, hein. C'est pas du tout ça, mais il y a cette aide, cette entraide naturelle qui vient, je pense, du fait que si t'étais tout seul, tu t'irais pas très loin tout seul en Alaska. Tu peux peut-être me parler un peu du climat aussi en Alaska? C'est quoi les températures en été, en hiver là-bas? Il y a une sacrée amplitude de température. L'hiver, tu as dans les moins 30, moins 35 degrés Celsius. Et là, ces jours-ci, il a fait très chaud. Il y a eu des moments où on a eu 30 degrés Celsius. Donc c'est très chaud. Ok, ouais, c'est exactement les températures qu'on a ici aussi au Québec. Et donc là, t'es installé officiellement, définitivement en Alaska. Oui, 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 oui. Là, je m'installe pour de bon. J'ai plus cette pression du visa comme j'avais avant où ça va arriver à terme, il faut que je le renouvelle. Maintenant, je suis résidente permanente, j'ai ma carte verte. Et dans 2 ans et demi, je pourrais faire la demande pour la nationalité américaine. Ce que tu souhaites faire? Ce que je souhaite faire, oui.
À condition que je perde pas ma nationalité française. Si je devais la perdre, là, je veux... Normalement, on peut avoir les deux, non? Ouais, mais normalement, on peut avoir les deux. Je dis, si je devais avoir à faire le choix, j'aimerais pas perdre ma nationalité française. J'en suis fière, donc je veux la garder. Donc là, aujourd'hui, tu as, on peut dire ça comme ça, réalisé ton plus grand rêve. Tu vis ton rêve aujourd'hui, finalement. Oui, 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 oui. Il y a quelques années, quand mon rêve c'était d'apprendre à piloter le DC-3, je disais, franchement, une fois que j'ai accompli ce rêve, il peut se passer n'importe quoi après, je serais contente. Mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite, et maintenant que je le pilote tous les jours, je suis comblée, je pilote l'avion de mes rêves, dans un endroit que j'adore, que j'ai plus envie de quitter. C'est vraiment la première fois de ma vie où je ne pense pas à la prochaine destination, où je ne pense pas à où est-ce que je vais aller ensuite. Quand j'étais en Pologne, ensuite je voulais aller en Irlande. Quand j'étais en Irlande, je voulais retourner en France terminer mon master. T'avais toujours une autre destination en tête, en J'avais toujours fait. une destination en tête. Et là, c'est la paix en moi. Je ne pense pas à où je vais aller ensuite. Je veux m'établir ici. Je fais mes économies. Je voudrais m'acheter mon propre avion, acheter ma maison, vraiment m'installer ici. Et en faire profiter toutes les personnes vraiment qui veulent venir. Hein. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demande est-ce que je peux venir voir ton avion, etc. Tout de suite, je les emmène chez Desert Air et j'essaie de faire profiter un maximum. On m'a donné ma chance, tu vois, et maintenant que je suis comblée et que j'ai atteint cette paix intérieure, c'est à mon tour de rendre l'appareil, de faire partager et d'aider aux autres personnes soit à trouver leur voie ou à réaliser leur rêve. Tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur les choses qu'il y a à voir en Alaska, parce que je me dis, c'est vrai, on voit un peu l'Alaska, j'ai envie de dire, on connaît le nom, on s'imagine que c'est un état très froid, mais qu'est-ce qu'il y a à voir finalement, vraiment? Alors ça c'est une excellente question et ça tombe très bien que tu me la poses. Comme je disais plus tôt, mes parents ils sont venus pour 2 semaines et j'ai pu prendre le temps de congé pour pouvoir aller explorer avec eux. Parce que jusqu'à maintenant c'était juste le travail et j'arrive à voir beaucoup grâce à mon travail, grâce aux zones que je survole. Mais là du coup j'étais en mode touriste pendant 2 semaines et c'était super. Et parmi les choses qu'on a faites, eh ben, on a pris le train, le Denali Railroad. C'est un train pareil des années 30, très vintage, qui relie Seward à Fairbanks, qui passe dans plein d'endroits où tu peux pas aller en voiture. Donc tu vois vraiment de belles choses. Nous on l'a pris pour Seward. Quand on est arrivé à Seward, c'est dans le parc Kenai Fjordland. On a pris un bateau et on a pu voir des baleines en liberté, des orques, des phoques, tout plein d'animaux marins sauvages comme ça. C'était un truc que j'avais toujours rêvé de voir. Hein. Donc ça leur a vraiment plu. Je les ai aussi fait faire un tour en DC-3 avec ce DC-3 qui peut transporter des passagers. Et donc ils ont volé au-dessus des glaciers, des montagnes. C'était super beau. Et puis, on a fait du canoë, du kayak, on a été dans des petites cabines. Donc, ils appellent ça cabine ici, mais en fait, c'est des petits chalets secs qui n'ont pas d'eau. Donc, on a passé 2 nuits comme ça dans une petite cabine au milieu de la nature. Fallait qu'on ait notre bear spray, c'est le spray pour les ours au cas Les où. fameux. Euh, Ça met dans l'ambiance. ouais, en fait, voilà, si vous aimez voler ou alors les sports d'eau ou les randos, on a fait quelques randonnées aussi. C'est juste merveilleux. On n'a pas assez d'yeux pour pouvoir tout voir. Alors, si vous aimez la nature, c'est vraiment l'endroit. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as bien voulu m'accorder pour qu'on puisse échanger là sur ton beau parcours. J'aimerais quand même que tu nous dises tout ce que ça t'a apporté finalement là, ces différents voyages, ces différentes expériences à l'étranger, que ce soit professionnellement, personnellement. Je pense qu'une fois que tu commences à voyager, tu n'as plus envie de t'arrêter. Ce que ça m'a apporté, ça m'a énormément enrichi, ça m'a rendu plus ouverte d'esprit, plus tolérante aussi. Je me souviens quand j'habitais à Paris, j'adorais la ville pour tout ce qu'il y avait à voir. Et c'est vrai que les gens, ils étaient plus centrés sur eux-mêmes. Et... Non, non, là, comme je disais, cet esprit de communauté, ça vaut de l'or. J'ai l'impression de vivre ma vie pleinement. Finalement, les réseaux sociaux, je vis pratiquement plus. Je vis ma vie à fond ici.
Je pense que vraiment les voyages, ça forme la jeunesse, hein, c'est pas moi. Ça aide à rester jeune. Je vois pas comment vivre ma vie autrement maintenant. Je pense qu'il y a moyen de voyager pour tous les budgets. Le tout, c'est de sortir de chez soi et de rester curieux. Je vais te proposer de conclure ce bel échange qu'on a eu en encourageant des gens à oser partir à l'aventure, comme toi tu l'as fait. La vie est trop courte, vraiment. S'il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, il faut se donner les moyens d'y arriver. Mon parcours est un petit peu comme ça. J'ai pas obtenu tout ça comme ça en un claquement de doigts. Ça m'a pas été servi du tout sur un plateau. J'ai pas vu le tapis rouge se dérouler devant moi. J'avais un enthousiasme, un goût pour l'aventure. Et puis les pièces du puzzle se sont collées au fur et à mesure. S'il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qu'on a envie de faire, il faut se donner les moyens pour le faire. Un autre de mes rêves maintenant que j'ai, je sais que ça paraît complètement fou, mais je rêverais un jour de monter l'Everest, de monter cette grande montagne. Bon, tu reviens dans le podcast après. Ouais, avec plaisir. Je sais que ça arrivera pas d'un coup et ce qu'il va falloir faire, c'est monter une petite montagne l'une après l'autre et puis un jour, je monterai la grande montagne. C'est ce qu'on dit souvent, finalement, c'est vraiment le chemin qui importe aussi énormément. Comment est-ce qu'on va arriver à ce but-là qu'on voit au loin, tout ce chemin qu'on va faire. C'est ça qui est grisant dans le fond. Et la confiance en soi, l'idée de pouvoir y arriver, on l'obtient en se donnant les moyens ou en pratiquant. Quand on apprend à piloter, les jeunes pilotes, ils sont pas sûrs au début. Il y a des manœuvres, par exemple, qui leur font un petit peu peur et tout, mais au final, en les pratiquant, que ça devient normal, et puis au final, je comprends pas pourquoi j'avais peur de ça avant. C'est en pratiquant et en faisant que on arrive quelque part. C'est pour tout pareil, pour la musique, tout dans la vie. Une maison, ça se construit pierre après pierre. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je t'en prie, c'était un plaisir. Pareil, plaisir partagé. Je te dis à bientôt. À bientôt, Adèle. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.